Justice sous l'ère de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, quel regard pour l'avenir de la République démocratique du Congo? Une seule thématique est au menu de cette émission, les débats. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Les débats. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux Maître Emmanuel, bienvenue dans cette émission Les débats. Merci, Monsieur Trésor. Surtout que c'est pour la première fois que vous êtes venu pour échanger autour de cette émission, les débats sur Shalom Télévision. Quelles sont d'abord vos impressions? En tout cas, c'est un plaisir pour moi de passer dans cette émission. Surtout que c'est une émission qui est un peu décartonnée et qui est claire, franchement, sur le plan politique. Analyste politique indépendant, Maître Emmanuel, avez-vous aussi des ambitions pour adhérer dans un parti politique dans les jours à venir? Exactement. Ces ambitions-là, nous sommes en train de les nourrir. Vous êtes en train de les nourrir? Oui. Et au moment opportun, nous allons vous dire dans quel camp nous allons basculer. Merci beaucoup, Maître Emmanuel. Et lui, c'est Maître Saïdou Kitenge, qui est cadre de l'Union Sacrée, en même temps cadre de l'INAFEC, dirigé par l'honorable Jean Ladislas Umba Lungange. Bienvenue, Maître Saïdou Kitenge. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et surtout bonsoir à tous les téléspectateurs. Ici, en face de moi, mon co-débatteur du jour. Je les salue également et content de votre invitation de ce jour. Alors, comment se porte la santé de votre parti politique UNAFEC? UNAFEC, aujourd'hui, nous sommes dans la joie, presque au 7e ciel, parce que vous êtes sans ignorer que nous avons été remis dans nos droits parce que notre directoire a été ouvert. Ah bon? Oui, aujourd'hui, toutes les activités se passent dans notre directoire. Et là, je dirais directement bravo à mon président national, Jean Ladislas Umba Lungange, et à tous ceux qui ont concouru en sorte que ce directoire soit réouvert. Mais un directoire a problème, malgré qu'il a été réouvert, comme vous avez dit, Maître Saïdou Kitenge. Il paraît que c'est la maison propre à au fait Baba Kyungwa Kumwaza. C'est une maison qui n'appartient pas à l'UNAFEC. C'est sa propre maison. Comme ce qu'a fait à l'époque Etienne Tshisekedi Wamulumba avec les temples de la démocratie au niveau de la 12e rue Limété. Pour une petite histoire, vous devez savoir certainement que ce directoire, c'est deux parcelles. La parcelle du devant appartenait à la première femme de Baba Kyungu, qui est la maman du président Lolo, que je salue également. Et celle du derrière était la parcelle acquise par l'honorable Kitungwa pour les comptes de l'INAFEC, que je salue également l'honorable Kitungwa sur vos plateaux ici. Alors, après, le président Jean Ladislas Umba Lungange s'est dit, nous ne resterons pas locataires. C'est ainsi qu'il a acquis la parcelle du devant. Donc aujourd'hui, je le confirme. Si. Aujourd'hui, je confirme que toute la parcelle aujourd'hui est là pour les comptes de l'INAFEC parce que c'est notre directoire. Aujourd'hui, on ne pourra plus parler de que l'on a acheté pour vous. Hein? Qu'on a acheté pour. On a acheté pour vous. Non, on n'a pas acheté pour nous. Il y a une autorité de la place qui a acheté pour nous, a financé. Non. Que nous taisons les noms. Loin de là. Les gens, c'est comme ça que les gens disent. Vous devez savoir que l'INAFEC, tout parti politique, fonctionne sur base de cotisations et de legs. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas refuser s'il y a eu de l'aide. Je ne peux pas vous dire. D'une autorité de la place. Non. D'ailleurs, à ce niveau, ce n'est que les membres de l'INAFEC qui se sont cotisés pour l'achat de ce directoire. Merci beaucoup, Maître Saïdou Kitenge. Cela va nous plonger directement dans notre vif sujet. La justice sous l'ère de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Maître Emmanuel Ndala. Vous êtes expert du domaine. Aujourd'hui, la RDC tend à fêter son anniversaire parce que nous allons organiser sur ce plateau de Shalom Télévision un plateau spécial lié à l'indépendance de notre pays qui sera célébré le 30 juin prochain. Quel regard avez-vous de notre justice ici chez nous en République démocratique du Congo, au-delà de toutes les dérives qui s'observent dans la société? Merci beaucoup pour votre question, monsieur le journaliste. Comme on veut présenter en tant qu'analyste indépendant,
nous allons analyser les choses d'une manière indépendante. Ça veut dire là où c'est blanc, nous disons que c'est blanc. Là où c'est rouge, c'est rouge. Nous n'allons pas plonger dans l'extrémisme comme les amis, par exemple ceux de l'opposition. Là où c'est blanc, ils disent que c'est noir. Alors, parlant de la justice sous les règnes de Félix, disons. C'est ça? Hein? Oui. Ok. Nous avons observé qu'il y a des avancées vraiment. Des avancées. Mais franchement. Ah bon? Oui. Des avancées. Malgré la clameur publique. Oui, vous savez que l'idée que la rue se fait de certaines notions de droit est tout à fait différente de ce que la justice elle-même est. Par exemple, on pourra vous dire, Maître Saïdi ne pourra pas me contredire. À la cité, on vous dit non, si quelqu'un commet une infraction, après 6 mois, tout tombe. Ça, c'est la conception de la rue. Vous voyez un peu. Mais lorsque nous parlons de la justice, nous essayons un peu de porter un regard d'abord scientifique par rapport à certains faits. Pourquoi je dis qu'il y a des avancées? Pour la première fois dans notre pays, où les autorités politiques commencent à avoir peur d'être poursuivies, par exemple pour détournement. Ah, les autorités ont peur. Mais franchement. Mais apparemment, ils s'habituent à la justice, maître Emmanuel. Nous allons y arriver. Oui, ils s'habituent. Elles s'habituent plutôt. Non, pas s'habituer. Aujourd'hui, là, je pense que si nous continuons avec ces rythmes, nous allons voir qu'à la prochaine, ou bien à la longue, certaines personnalités auront même du mal à accepter certains postes politiques. Mais lorsque quelqu'un se permet de détourner plus de 20 écoutez, plus de 20 millions de dollars américains, oui. Il est jugé, condamné, quelques temps plus tard. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Il quitte le pays pour les soins intensifs au niveau de l'étranger. Lorsqu'il revient, il redevient comme un homme libre. Il y a des choses que nous allons fustiger. Oui. Mais d'emblée, d'abord, ce sont des cas rares dans les temps passés qu'on voit un ministre en fonction être interpellé. Franchement. Des cas rares. Des cas très rares. Et le mot détournement était un tabou. C'est avec l'avènement de Félix au pouvoir qu'aujourd'hui, les gens peuvent même prononcer détournement. Où étaient ces mots tout ce temps ici? C'est d'abord parmi les points positifs. Et aujourd'hui, nous savons que tout le monde peut avoir peur de dire que non, si j'ai détourné, je serai poursuivi. Mais le problème qui se pose, parce que nous devons analyser les choses d'une manière objective, on nous présente des scénarios. Bien sûr, des procès bien organisés, diffusés même sur les médias. Mais nous nous posons des questions sur les résultats de ces procès-là. Il a détourné autant de millions, oui, les procès télévisés, médiatisés, tout ça. Mais est-ce qu'on nous donne les résultats? Est-ce que cet argent a été restitué? Il a servi à quoi? C'est là le problème. Mais la procédure, nous la pression. C'est pour dire, nous devons mettre fin au règne des intouchables. Mais qu'on nous dise, réellement, après le procès, cet argent a été restitué, il a servi à quoi? Ça sont des choses qu'on nous cache. Parce que même un OPJ, parmi ceux-là qui nous suivent, lorsqu'un OPJ reçoit la plainte d'un monsieur qui s'est plaint, par exemple, on lui a volé une télévision, c'est quoi la procédure? Il faut d'abord désintéresser le plaignant. Ça veut dire on doit restituer sa télévision. Et la suite après. Mais on nous présente des procès, bien entendu, ça nous encourage, que tel a été interpellé parce qu'il a détourné, tel a été aussi arrêté. Mais après l'arrestation, qu'est-ce qui suit? C'est là la grande question que nous nous posons. Est-ce des procès qui sont organisés pour amuser la galerie? On ne sait pas. Est-ce des scénarios montés? On ne sait pas. Mais nous encourageons. Le fait que quelqu'un qui est en fonction, par exemple, soit interpellé, ça, parce que la loi a aussi un caractère effrayant. Hein? La loi doit faire peur. Alors, on se demande si c'est juste pour des raisons de formalité que ces procès sont organisés. Ça, c'est le premier aspect. Toujours sous Félix, nous avons vu que, avec les ministres sortants, ce que j'ai encouragé, l'organisation des consultations populaires, ce qui n'existait pas. Ah, les ministres honoraires, Constant Moutamba. Franchement, bon, je me réserve un peu de l'appeler honoraire, parce que c'est un dossier en cours. C'est un dossier en cours. Franchement. Mais il a déjà présenté sa démission. On ne sait pas si elle a été approuvée.
sa démission était déjà présentée, mais la loi reste, la loi était déjà dite à ce niveau-là. Une fois que l'Assemblée, bon, je crois Maître Seydou qui est en train de bouger la tête. Oui, je sais qu'en droit, il y a deux types de démissions. Il y a la démission de droit et la démission d'office. Ok. Hein? Lorsque quelqu'un dépose de son propre gré sa démission, si c'est pour des raisons peut-être personnelles, ça peut passer. Mais lorsque l'Assemblée a déjà voté oui, de quand nous côté, lisons l'article 166 de la Constitution, devant les faits, par rapport aux faits qui ont été reprochés au ministre Moutamba, il ne pouvait que subir une démission d'office. Ça veut dire que c'est la loi qui impose cette démission. Ok. Voilà. Nous l'avons vu organiser des consultations populaires, au cours desquelles même des citoyens vraiment démunis pouvaient avoir l'accès ou bien l'opportunité de parler au ministre et plaider leur cas. Ça, en tout cas, ça nous a réjouis. Parce qu'on était habitués à une espèce de justice qui était seulement réservée aux riches qui avaient raison. Mais on dit que ça n'avait pas d'impact, ces consultations populaires qu'il est en train franchement, d'organiser. nous avons des cas ici à Lubumbashi. Mais on a dit que les gens ont récupéré leur terrain. Les ministres Moutamba tombaient dans le populisme, pas plutôt travailler. Pas le populisme. Aucune réforme. Je vous dis que moi, j'ai des gens, des témoignages, des gens qui ont récupéré leurs parcelles lors du passage du ministre ici, dans le rapport du Haut-Katanga. Des choses que nous avons encouragées. À l'époque, qui pouvait s'approcher des magistrats? Qui pouvait aller au parquet demander que l'on puisse revoir la décision du juge? Mais avec ces consultations, nous avons vu que même les plus démunis avaient quand même de la chance de réclamer que les droits leur soient rendus. Des choses que nous avons appréciées. Et toujours sous Félix, nous avons vu qu'une certaine liberté d'expression a été observée. La liberté d'expression. Exactement. Vous interdisez aux membres du PPRD de parler dans des chaînes de télévision et vous parlez de la liberté d'expression. Analysez bien cette mesure-là. Elle n'est pas de nature à étouffer la liberté d'expression. Comment ça? Et elle-même, la liberté d'expression est très mal définie. Pour les Congolais, c'est passé dans les médias. Non, ce n'est pas ça. Je vous assure, c'est peut-être l'entendement de la population lambda. Mais combien de gens défilent dans les médias en train de critiquer, d'insulter les choses de l'État? Et ils sont là. Mais à l'époque, je ne voulais pas citer les gens, on coupait les signaux des chaînes. Combien de chaînes ont vu leur signal être coupé? Combien de fois on nous a retiré le signal d'Internet? Mais avec Félix, quand même, nous sentons que les gens sont libres de dire ce qu'ils peuvent dire. Bon, la liberté d'expression est quand même en train d'être respectée. Les processus de désengorgement des maisons carcérales. Là aussi, c'est un problème. Comment ça? C'est un problème, un défi majeur. Faites un tour à la prison centrale de Kassapa. Même un voyage de 1000 km. Allez-y à Boma. Même un voyage de 1000 km ne peut commencer. Allez-y à Makala. Même un voyage de 1000 km ne peut commencer que par un pas. Ils ont trouvé que ces maisons-là, ces prisons dans quel état? Et il fallait commencer par quelque part. Et je pense que la volonté a été manifestée de désengorger. Les ministres, quand ils faisaient des tours dans des prisons, nous l'avons vu, traiter certains cas, des faits bénins, et des gens étaient libérés. Il y a des gens qui étaient arrêtés parce qu'il a volé une poule, et il a volé un téléphone de $10. Et tout ça, c'était seulement la charge qu'on donnait à l'État. Parce que ces gens-là doivent être nourris par l'État congolais. Quelqu'un qui vole un téléphone de $10, vous le mettez en prison pour 3 ans, vous devez le nourrir chaque jour. Est-ce que ce sont des bonnes décisions? Mais on a vu avec les ministres, bon, vous l'appelez honoraires, de faire en sorte que les prisons soient désengorgées et que les conditions carcérales soient un peu plus ou moins acceptables. Des choses que nous avons appréciées. Merci beaucoup, Maître Ndala et Emmanuel. Maître Seydou Kitenge, votre analyse aussi par rapport à cette justice sous le règne de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une justice à double vitesse selon l'entendement de certains observateurs. Ici, moi, je vais commencer par la déclaration du président lui-même, parce que le président lui-même ne cesse de le dire que notre justice est malade. Alors, quand une justice est malade, c'est pour vous dire qu'il y a quelque part un ça ne va pas. Où est-ce qu'on peut trouver les médecins? Ah oui. Pour la guérir. Nous y arrivons.
D'ailleurs, vous avez suivi, Maître Ndala, vous donnez le bon côté de notre justice. Et je pense certainement, oui, mais nous allons quand même ajouter ce qui ne va pas. Et vous allez comprendre aujourd'hui notre justice traitée de malade par le président de la République parce que c'est lui le premier de tous les Congolais. Il est le premier à constater. C'est ainsi, sur base de ça, il a mis un ministre en place pour combattre ces fléaux. Et le ministre n'a pas été compris. Le ministre n'a pas été compris. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut vous parler qu'il était trop populiste, tout ça. Mais attention, et quand vous prenez le bilan de ce ministre-là, le ministre Moutamba, vous allez comprendre qu'il est le meilleur parmi... Le meilleur ministre? Oui. Ah bon? Il est le meilleur parmi tant d'autres qui sont passés... Quels sont les signons qui prouvent cela qu'il est le meilleur de tous les ministres? Mais les réformes ont été déjà entamées depuis longtemps avec la dame qui est... M. Moutamba a remplacé à la tête du ministère de la Justice. Certainement. Vous savez, quand il y a des réformes, mais il faut savoir quelles sont ces qualités de ces réformes. Parce que quand nous avons vu Moutamba aujourd'hui venir, c'est comme mon co-débatteur venait de le dire ici, Moutamba arrive avec une mission claire, parce que le président lui-même a dit, il a une mission claire, nous allons ouvrir de marmites. Alors, même si aujourd'hui, ce réseau mafieux n'a pas voulu les laisser la main libre. Quels sont ces réseaux-là, Maître Saïdou? Non, je suis clair. Soyez clair, parce que c'est une émission, vous devez éclairer les gens. Vous devez savoir, dans ces réseaux mafieux, nous parlons de la justice. Il y a certains magistrats qui étaient très mal habitués. Aujourd'hui, quand Moutamba arrive, il dit « Ne faites pas ceci, revenez sur la voie de la justice ». Parce qu'ici, vous devez savoir que la justice doit être dite au nom du peuple. Cette justice que vous voyez est dite au nom du peuple. La justice n'a jamais été dite au nom de quelqu'un d'autre que le peuple. Alors, ce que nous devons faire, pourquoi nous parlons de la justice? Et la justice elle-même, ce qu'on fait du contraire de la justice devient injustice. Vous comprenez? Alors, nous avons constaté qu'il y a trop des antivaleurs dans la justice. Ces antivaleurs sont lesquelles? Vous allez comprendre quand vous allez sur d'autres sites, vous allez constater que les amendes transactionnelles ne se payent pas entre l'accusé et le magistrat. Quand vous allez partout, vous allez voir, il y a 2 guichets de banque. On vous donne votre quittance, on vous dit, voilà, allez payer. Ça ne se fait pas. Même quand vous allez à la PCR, il y a des quittances, on peut vous brandir votre quittance que quand vous refusez d'obtempérer aux ordres de l'OPG, et là, il vous donne la quittance, allez payer à la banque. Vous voyez, quand Moutamba mène, il dit... Avec notre PCR habituel ici. On vous donne des quittances? Oui, il y en a. Maître Seydou Kité. Il y a des quittances à la PCR. Si on vous les donne pour aller payer au guichet de la banque, c'est parce que vous n'avez pas trouvé intérêt d'entente avec l'OPJ. Il peut vous dire, donnez 300 000, et vous lui dites, je n'ai pas ces 300, j'ai ça. Il dit, OK, vous n'avez pas ces 300, d'accord, prenez votre quittance, allez payer à la banque. Vous voyez? Alors, ce sont des fléaux comme ça que Moutamba a combattu, que les gens n'ont pas compris. Et quand Moutamba dit, aujourd'hui, niet, et des transactions comme ça doivent passer par la banque parce que c'est l'État congolais qui doit en bénéficier. Tous ces gens-là sont payés. Est-ce que ça a été exécuté? Certainement, ça n'a pas été exécuté. Ça n'a pas été exécuté. Pourquoi? Parce que il a trouvé des barrières sur son chemin. Vous voyez, néanmoins, c'est un jeune courageux. Il a commencé une réforme. Nous estimons, parce que aujourd'hui, on ne peut pas l'appeler ministre honoraire parce qu'il a siégé hier dans les conseils de ministres. Il a siégé, c'est ça, oui. C'était là où je voulais en arriver. Il a siégé hier dans les conseils de ministres. D'ailleurs, vous avez compris, mon co-débatteur, vous parlez de ces 2 types de démissions. Ici, à ce niveau, sa démission était une démission par contrainte de la loi. Alors, il a siégé au conseil des ministres en tant que qui? Mais il a siégé en tant que ministre. Il ne pouvait pas siéger comme un homme vulgaire. Est-ce que vous trouvez normal, vous qui êtes de l'Union sacrée, oui, quelqu'un qui a été sanctionné par la même justice, oui, on fait pour lui une récupération politique jusqu'à tel point qu'il se retrouve en train de participer au conseil des ministres? Jusqu'à présent, Moutamba n'a jamais été sanctionné par la justice. Jusqu'à présent. Mais la procédure est en cours. Écoutez, jusqu'à présent, certainement, juste à présent, le ministre Moutamba n'a jamais été sanctionné par la justice. Alors, son affaire était dans l'instruction préjuridictionnelle. C'est à ce niveau qu'on a fixé les dossiers pour qu'il soit poursuivi.
Vous voyez, quand on parle d'une poursuite, c'est l'instruction juridictionnelle. Et là, c'est les juges. Moutamba, jusqu'à présent, il n'a jamais été présenté devant les juges. Voilà. Il y a un aspect qui doit entrer en compte ici, c'est que, selon la loi, dès qu'on lève les immunités 48 heures ou 72 heures après, le concerné doit déposer sa démission au président de la République. Au cas où il ne le déposait pas? Non, au cas où il ne le déposait pas, là, la justice doit se saisir d'office. Vous comprenez? Étant un respectueux de la loi, Moutamba a déposé sa démission et cette démission, nous devons attendre que le président de la République prenne acte. Si le président de la République ne prend pas acte, Moutamba conservera son titre de ministre. Pourquoi ne pas déposer cette démission auprès de la première ministre, Madame Judith? Non, qui nomme à ce niveau? Moutamba a été nommé sur ordonnance présidentielle. C'est celui qui nomme qui a l'amabilité de recevoir la lettre de démission. Vous comprenez? Et certainement, cette lettre de démission sera déposée en deux copies au président de la République ainsi qu'à la dame première ministre. Et cela a été fait. Donc, le silence du président de la République à ce niveau, parce qu'il n'a pas encore pris acte. Nous attendons que le président, parce que les gens attendaient dans le conseil de ministres que le président puisse y parler. Le président n'a pas dit un mot. Jusqu'à ce point, Moutamba reste ministre. Dans ce que je sache, Moutamba ne pouvait pas aller se présenter dans ce conseil de ministres. Mais quelle sera maintenant l'image de Moutamba au sein de l'appareil judiciaire? Écoutez, oui. Nous sommes tous éclairés sur ce point. Certainement. Il y a eu des erreurs commises par Moutamba. Si vous me le permettez, je peux directement toucher ce sujet. Touchez. Il y a des erreurs que Moutamba a commises. Et ces erreurs, moi, personnellement, je les appelle les erreurs de la jeunesse. Moutamba savait qu'il était en guerre contre le magistrat. Moutamba était en guerre contre le PG de la Cour de cassation. Y compris les pasteurs, les hommes de l'Église. Bon, nous parlons ici d'abord de la justice. Pourquoi Moutamba était en guerre avec le? Parce que vous devez savoir que la justice a deux bras. Il y a un seul bras qui est en guerre avec Moutamba. Ici, les juges n'ont jamais, parce que Moutamba n'a pas le droit d'injonction sur les juges. On amène de l'argent, 20 millions, 34 ou 37 millions, comme on le dit, dans un compte officiel du ministère. Parce que cet argent ne pouvait pas entrer dans le trésor public. C'est l'argent qui pouvait entrer dans un compte officiel du ministère pour indemniser les victimes de cette guerre de séjour. Moutamba arrive et trouve cet argent dans ce compte du ministère, avec l'idée qu'il avait une très bonne idée de construire une maison carcérale. C'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'il fait? Je vous réserve certains détails. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort l'argent du compte officiel du ministère de la Justice vers un compte privé. Alors, quand l'argent est logé dans un compte privé, on y sort 250 000 $ pour l'achat de soi-disant terrain entre guillemets qui pourra abriter la maison carcérale à Kisangani. Est-ce que ce n'est pas d'abord sur le plan de l'éthique? Est-ce qu'à ce niveau, les victimes qui attendaient leur indemnité se retrouvent que c'est cet argent qui pouvait servir? Or, à ce niveau, Moutamba pouvait présenter son projet dans un conseil de ministres, demander de l'argent dans un conseil de ministres, que la République sorte de l'argent pour la construction de la dite maison carcérale. Moutamba n'a pas fait ça. Et aujourd'hui, Vonde ayant compris ces dérives, même quand vous allez suivre le réquisitoire de Vonde, vous comprenez qu'il parle de cette transaction d'une caisse publique vers une caisse privée. Et à ce niveau, j'ai même dit, comme l'argent est encore bloqué, nous ne pouvons pas parler d'un détournement. L'argent est toujours bloqué. L'argent est là bloqué. Dans ses comptes privés. Dans ses comptes privés. On ne pouvait pas parler d'un détournement. Par contre, nous pouvons parler d'une tentative de détournement. Déjà l'intention. Oui, mais quand nous parlons d'une tentative, ça veut dire la tentative sera punie de la même peine que l'infraction elle-même. Vous comprenez? Là, ce sont des erreurs. Pour moi, Moutamba ne pouvait pas les faire.
Même si Vonde est là où il est, il connaît bien que cet argent est bloqué quelque part. L'argent n'a pas été détourné. Mais ces jeunes nous ont mis très mal à l'aise. Mais l'inexistence aussi de ces sociétés que Moutambaye a évoquées dans ses lettres, ou soit dans ses contrats qu'il a eu à contracter avec certaines maisons. Voilà pourquoi, à ce niveau, je vous ai dit que ce sont des erreurs que Moutamba a commis qu'il ne pouvait pas faire, ces erreurs-là. Parce que, est-ce qu'il est interdit? Il est interdit aujourd'hui à un ministre. Je l'ai suivi lui-même. Quand il dit, il avait lancé un appel d'offres. La première entreprise est arrivée. Quand on pose la question sur la construction, il parle de 50 millions. L'autre parle de 40. Mais quand on touche à la dernière entreprise, qui va parler de 20 millions. Est-ce qu'il est interdit aux entreprises nationales d'exécuter nos projets? Il n'est pas interdit. Et vous savez également, comme le président lui-même l'a dit, notre justice est malade. Pensez-vous que même s'il y avait ce responsable de cette entreprise, est-ce qu'aujourd'hui il pouvait accepter d'aller répondre devant la justice? Parce qu'il savait déjà les sorts en avance. Même aujourd'hui, quand vous posez la question à une vieille maman ou à un petit enfant dans la rue, le sort de Moutamba, on vous dira Moutamba sera arrêté. Pourquoi? Parce qu'ils savent déjà ce qui va se faire en avance. Or, ça, ce n'est pas la bonne manière. Quand le dossier est devant les juges, nous devons tous nous fier à la sagesse des juges. Et vous êtes sans ignorer que toutes les décisions des juges ne doivent pas faire objet d'une discussion. Alors, à ce niveau, Moutamba n'a jamais été présenté devant les juges. Lui-même s'est dit ne pas être détourneur. Lui-même s'est dit, je ne me reproche de rien. Je vois à ce niveau, Moutamba pouvait garder sa tête haute, aller devant les juges, que les juges nous disent le vrai droit à ce niveau. Parce que Moutamba va devant les juges contre le ministère public. Vous comprenez? Il va contre le ministère public qui est d'ailleurs le gardien de la loi. Donc, à ce niveau, les combats qu'a Moutamba, c'est lesquels? Parce que il est l'unique ministre de la justice qui a compris faire son rôle dans ces pays. Parce que quand vous allez en France, vous allez en Espagne, vous allez en Allemagne, vous allez au Portugal, le ministre de la justice joue le même rôle que le procureur général de la République. Donc, il a le droit de poursuivre en tant que ministre, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il dénonce, il donne des injonctions de poursuite. Alors, le procureur, ayant compris que ce monsieur risque de me ravir tout ce que j'ai comme attribution, voilà ce qu'il y a. Ils ont profité de l'erreur, d'une brèche ouverte par Moutamba. Merci beaucoup, Maître Seydou Kitenge. Si jamais le président de la République, Félix Tshisekedi, n'acceptait pas la démission de M. Moutamba. Bon, si jamais le président n'acceptait pas, je trouve que nous devons toujours recourir aux textes légaux. Ok. Oui. L'article 166 de la Constitution est très clair. Lorsque une personnalité publique est poursuivie pour des faits infractionnels, la personne doit d'office déposer sa démission. Alors, si lui ne prend pas acte de la décision, bon, je ne sais pas si il va contredire la Constitution, parce que Moutamba doit être déféré devant son juge et pour répondre de ses actes. Il y a des gens qui ont tenté de jouer à l'avocat de Moutamba. Oh, il n'a pas détourné. Heureusement que M. Seydou venait de le dire. Il y a un droit, il y a ce qu'on appelle les tentatives punissables. On peut vous punir, vous poursuivre pour des infractions manquées, infractions tentées. Du fait que l'argent a quitté les trésors publics pour un compte privé, ça doit s'expliquer. Le fait que cet argent n'était pas destiné à la construction de la prison, c'est un détournement. Pour les particuliers, c'est la vie de confiance. Mais pour eux qui sont revêtus d'un pouvoir public, c'est le détournement. Alors, il fallait que l'on laisse la loi faire son travail. Parce qu'il y a trop de contradictions. Parmi maintenant les faits négatifs, si vous me permettez. Parce que j'ai commencé par les faits positifs. Je voulais maintenant aborder un autre aspect négatif. J'ai comme l'impression que dans notre pays, lorsque la politique parle, les droits doivent se taire. C'est ça mon analyse. C'est devenu même une loi. Franchement, il y a des fois où c'est la politique qui prime sur le droit.
Par exemple, quand nous on voit Moutamba siéger au Conseil des ministres, ça nous dépasse. Et voilà pourquoi je vous ai dit que j'ai un peu de réserve à l'appeler ministre honoraire. Parce qu'on ne sait pas quelle sera la suite. Mais au moins, il a fait preuve du courage en tant que jeune ministre. Et il a été très mal compris, bien entendu, parce que vous avez parlé aussi des pasteurs qui ont gardé le bras contre lui. Et parce que il a déclenché une opération d'enregistrement des églises, des pasteurs avec les permis d'exploitation des cultes. Oui. Ce qui est normal. C'est normal. Ce Oui, qui c'est est normal. normal. Ce C'est qui est normal. normal. Comment on peut voler dans un pays où on se réveille un bon matin, on est apôtre. Mais on dit qu'il s'est attaqué au pasteur. Il ne s'est pas attaqué au pasteur. Il faut remettre de l'ordre dans ce secteur. Quand vous prenez la loi qui porte, la loi portant fonctionnement des ASBL, 04. 04. elle est claire parce que les églises sont soumises à cette loi. Mais selon Moutamba, ces églises ne fonctionnent plus avec les F90. Normalement. Cette fois-ci, c'est la personnalité. Les F90 dont il est question, c'est juste un accusé de réception, monsieur Trésor. Ok. Vous commencez des démarches pour avoir les documents. Oui. Vous devez commencer par les statuts de votre église. Les statuts là doivent être notariés. Vous les déposez à la division de justice et garde des sceaux. La suite jusqu'à ce que vous allez obtenir la personnalité juridique. Alors, une fois que vous déposez ça à la division de justice et garde des sceaux, on vous donne un accusé de réception qui n'est même pas un document qui vous permet de fonctionner provisoirement. Parce que l'autorisation de fonctionnement provisoire est octroyée par les gouverneurs. Ce n'est plus le cas parce que ça a été, on avait suspendu cela c'est depuis 2008 qu'il y a eu cette suspension où le gouverneur ne pouvait plus signer l'autorisation. Vous avez des églises maintenant qui fonctionnent avec des F92. Et avec des représentants légaux, franchement, sans moralité. Oui. Quelqu'un qui se réveille comme ça parce qu'il a fait un rêve, il devient pasteur, et vous voulez que le pays évolue comme ça. Et les églises qui sont plantées les unes à côté des autres, quand les autres sont en train de prêcher, et là on prie, là on chante avec des drums. Mais quand il s'agit des terrasses et des boîtes, pourquoi il n'a pas fait Pourquoi vous voulez comparer les églises Mais c'est ça, c'est pas parce que vous parlez en termes de espérons qu'il y aurait aussi des mesures qui s'attaqueraient à ce genre de pratiques. Même les terrasses. Alors il fallait commencer d'abord par les églises. Bon, selon son choix. De toutes les façons, il fallait commencer par quelque part. Il a commencé par les églises. Qui sait s'il allait aussi terminer par les terrasses. Et les pasteurs, les hommes des dieux qui étaient dans des positions litigieuses, ont mal interprété la mesure. Mais ceux-là qui étaient dans qui avaient déjà leurs documents, n'ont pas fait de ça un problème. Il n'y a que des personnalités qui étaient ancrées dans des antivaleurs qui ont diabolisé Moutamba. Mais je sais que, même au moment où nous parlons, il y a des magistrats qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Madame la corruption. Il y en a, des magistrats intègres. D'ailleurs, beaucoup. Alors, lui-même là, un peu de contradiction dans sa correspondance, il va évoquer un complot formaté à partir du Rwanda. Et nous, on se demande qu'est-ce que le Rwanda avait à faire avec le ministre de la Justice. Et si tel est le cas, et s'il est tombé dans ces pièges, donc, son cabinet était incompétent. Comment on peut fomenter un truc à partir du Rwanda et que ça vous atteint? Donc, quelque part, il est en train de clamer haut et fort l'incompétence de son cabinet. Merci beaucoup. Et aussi, je voulais ajouter un point, lorsqu'il a été auditionné par la commission parlementaire, ça c'était à l'Assemblée. Ça c'était à l'Assemblée. Il avait demandé pardon. Or, demander pardon, nous avons tous suivi la lecture du réquisitoire. Oui. Le fait de demander même pardon. Même le rapport final de la commission qui était chargée pour. Le fait de demander pardon, c'est qu'on accepte quelque part. Qu'il y a eu erreur. Oui. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est parce qu'on lui en voulait. Non, quelque part, il y a aussi des erreurs qu'il a posées qui lui coûtent cher. Comme ce qu'a dit Maître Saïdou. Oui. Voilà pourquoi moi j'ai apprécié que si on peut toucher même ceux-là qui étaient à l'époque intouchables, parce qu'à l'époque, pour poursuivre un ministre en fonction, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, coup de chapeau à la justice. Alors, nous allons peut-être changer les chapitres pour chuter avec cette émission. Je vous garde encore, Maître Emmanuel Dalla. C'est ce partenariat qui sera signé d'ici là, je crois, la semaine prochaine,
en échange avec nos minéraux entre la République démocratique du Congo ainsi que les États-Unis d'Amérique. Non, ajoutez le Rwanda aussi. Les Rwandais, oui. Bah, bon, nous parlons d'abord de la RDC. Nous parlons d'abord de la RDC. La société civile congolaise est en train de décrier pour dire que cet accord, ces partenariats, serait pour nous Congolais d'une façon de brader nos minéraux pour rendre notre pays à un avenir qui sera radieux. D'accord. Si ces accords, je suis vraiment très clair là-dessus. Oui. Si ces accords auront d'abord pour finalité la paix dans la partie Est, nous sommes d'accord. Mais on dit que les États-Unis d'Amérique ne vont pas envoyer l'armée si pour... ce sont des accords qui vont se passer pour satisfaire les poches des politiciens, là vraiment nous allons nous lever en tant que société civile. Parce que nous pouvons accepter que les minéraux, bon, les termes bradés, moi c'est ce que dit la société civile. Je prendrai avec trop de réserves. Parce que quand vous dites brader nos minéraux, quelque part ça sonne tellement... En échange avec la paix. Échanger, oui. Pas brader. Si on peut échanger nos minéraux, quelles que soient les conditions, pour que la paix revienne dans la partie Est, là où nos frères et sœurs sont en train de souffrir, de mourir comme des animaux. Mais on dit que dans cet accord, la RDC est toujours perdante. Comment ça? Oui, en termes de pourcentage, les calculs effectués lors de ces assises. La RDC a été toujours perdante par rapport à la population parce que vous nous parlez de la rétrocession des entités territoriales décentralisées. Qu'est-ce que ça bénéficie à la population? Qu'est-ce que ça bénéficie à la population? Aller circuler dans des zones là où sont implantées les dans des communes. Oui, oui. Qu'est-ce que la population bénéficie? Moi, je suis dans la commune Kampemba. Il y a des entreprises minières. Mais nous avons une route Kafoubou, M. Saïdou. Non, vous n'avez plus des entreprises minières. Qui est très minières. délabrée. Et avec tout ce qu'il y a comme de redevances minières, ça profite à qui? Est-ce que la commune Kampemba reçoit encore des redevances minières? Il n'y en a plus, maître Emmanuel. Allons dans la commune annexe. Oui. Allons dans la commune annexe. Il y a des entreprises minières. Mais allez voir ce qui se passe. Les infrastructures, elles sont de quelle qualité? Ça profite à qui cette histoire? C'est comme ça qu'on ne puisse pas aveugler la population. Si cet échange des minéraux sera d'abord premièrement pour que la paix revienne dans la partie Est, nous pouvons accepter, quel que soit le pourcentage. Mais si c'est pour que les autorités puissent s'enrichir, construire des villas ailleurs, nous allons nous lever en tant que société civile. Et nous allons barrer cette histoire. Nous avons vu, franchement, j'ai pensé que l'émission pouvait commencer par des biscuits comme c'est la coutume. Mais vous n'avez pas pris, et lui a pris les biscuits et il a parlé de son parti politique. Parce que vous l'avez accordé la parole. Non, moi quand je vous accorde la parole... introduit. Mais non, c'est pas ça. Si je vous accorde la parole directement, vous devez entamer avec les biscuits. D'accord. Oui. Nous avons vu les chefs de l'État inaugurer des bâtiments imposants. Au Lualaba, fruit de la défense minière, je pense. Et bon, j'étais un peu étonné de voir notre gouverneur très à l'aise dans son siège, en train même de rigoler pendant qu'il signe rien qui est en train d'être fait. Notre gouverneur Jacques Yaboula. Mais franchement. Mais il doit aussi copier par rapport à ce qui se passe. Il était là, très à l'aise dans son siège, en train de rigoler, mais je me dis que ça peut l'interpeller, cette histoire. Chez nous, il n'y a que des routes. Hein. Quelle route ici? On nous parle toujours on est en train de réhabiliter les boulevards Moussiri. Franchement, il y a la route. C'est de la comédie. La route Congo-Kiwele, qui est en pleine réhabilitation. Il y a des routes. Bon, ça fera peut-être l'objet de notre débat. Et la priorité même des routes. C'est ce que vous appelez route. Bien des avenues, bien des routes. Bon, selon les gouvernements provinciaux, on nous parle des routes. Franchement, ça sont des avenues qui sont en train d'être réhabilitées et qui n'ont pas même beaucoup d'impact sur la vie économique. Je vous prends, je ne sais pas parce que je suis de ce côté-là, je vous prends l'exemple de la route Kafoubou. Elle relie, par exemple, les deux territoires parce qu'elle va déboucher dans le territoire de Kipouché. Elle va jusqu'à Samboa. Cette route-là peut nous apporter quelque chose. Même en Zambie. Mais elle est totalement abandonnée. Trop de poussière. Trop de poussière et... Il y a aussi des nids de poules. On abandonne une route pareille, on va se focaliser sur l'avenue Kiwele. C'est normal. Oui, même Kiwele, il y avait un sérieux problème, maître Emmanuel. Cette route n'a jamais été réhabilitée. Franchement, le ministre des Infrastructures doit avoir des bons conseillers. Les routes, oui, mais il faut commencer par les priorités.
Nous avons beaucoup de besoins dans la vie, mais on n'exécute que ceux qui sont prioritaires quand même. Alors, je voulais chuter en disant, par rapport à la question que vous m'avez posée, si cet accord qui va se passer entre la RDC, les Rwandais et les États-Unis a d'abord comme finalité que nos frères et sœurs qui sont en train d'être égorgés là soient épargnés de ces scénarios, nous allons acclamer. Mais les AFC de Nanga ainsi que les M23 ne veulent pas quitter les sols congolais qui eux-mêmes ont eu à occuper jusqu'à aujourd'hui. Espérons qu'avec ces accords, ils seront obligés de quitter. Espérons. C'est parmi les solutions auxquelles nous attendons. Qu'on ne puisse pas encore nous aveugler. Bon, un pays riche, mais avec une population vraiment très, très pauvre. On risque de tomber dans les brassages. Et les brassages, je ne pense pas. Et les mixages. Ce sont des choses que les choses de l'État avaient déjà refusées depuis le début. Mais si jamais que cet accord est respecté, est-ce que nous allons, nous, Congolais, serions à mesure d'accepter Nanga comme notre frère? Franchement, les hommes politiques, s'ils sont animés d'une bonne foi, ne pouvaient même pas accepter de négocier avec Nanga. Parmi les personnes qui font même aujourd'hui exclure, à qui il faut retirer la société congolaise, il y a par exemple Nanga. Comment quelqu'un pour réclamer ses droits doit prendre les armes? Mais à l'époque, il y a Jean-Pierre Mbemba qui est dans le gouvernement, il a fait la rébellion. Lambert Mende sont les gouvernements. Quel type de rébellion? La rébellion reste la rébellion, maître Emmanuel Dala. Pas au niveau où, avec la teneur qui est en train de faire souffrir la population à l'Est. Et aujourd'hui, les gens sont même en train de l'applaudir. Non, Nangakou, et franchement, est-ce qu'on a une population consciente? Ça fait mal. Nous encourageons cet accord-là et nous attendons les résultats. Merci. D'accord. Maître Seydou Kitenge, votre analyse aussi par rapport à ces partenariats RDC, les États-Unis d'Amérique, pour la paix, au nom de la paix, à l'est de la République. Cet accord arrive parce qu'il y a eu un accord de principe. Il y a eu un accord de principe de Doha. C'est ainsi qu'on doit signer cet accord de paix avec finalité minérée congolais. Et votre micro. Je comprends ce que le président de la République a fait. Aujourd'hui, s'il y a eu 2 millions et 2 millions de Congolais tués à l'est de la République, c'est suite à ces minéraux. Le président s'est dit, voilà, si c'est pour le minerai que je dois continuer à perdre mes compatriotes, venez alors autour d'une table. Chacun peut trouver ce qu'il veut. Vous allez comprendre, avant qu'on en arrive là, le président de la République en a signé beaucoup de contrats avec le Rwanda, des partenariats gagnant-gagnant, de l'or, où nous, on pouvait exploiter l'or ici, et l'or pouvait être raffiné au Rwanda. C'est le même principe où on nous amène. Entre la RDC, le Rwanda et les États-Unis, c'est le Rwanda qui en sort gagnant. Sans oublier aussi le Qatar. Oui, pourquoi je n'arrive pas à les citer? La guerre que nous avons, c'est le Qatar. Des entreprises de raffinerie qui sont au Rwanda ont été financées par le Qatar. Il ne faut pas oublier. Cette guerre, ayant compris que le Congo, avec Félix Antoine Tshisekedi, qui a exigé nos minéraux, si vous voulez, venez qu'on signe un contrat de gagnant-gagnant. Ils n'ont pas voulu. Comme ils étaient déjà habitués par le pillage, il faut organiser ce que nous assistons ici. Les États-Unis, il y a eu plusieurs pays qui ont été signés dans ça. Alors, aujourd'hui, si nous allons dans ces principes, c'est le Rwanda qui sort gagnant. Pourquoi? Nous allons exploiter nos minéraux dans son état brut. Et le minerai doit transiter par le Rwanda. Quand les minéraux arrivent au Rwanda, c'est le Rwanda qui doit fixer le prix. Et du Rwanda vers les États-Unis, vers le Qatar, vers les autres ciels. Ça, vous devez le savoir. Voilà pourquoi la société civile aujourd'hui parle du bradage de nos minéraux. Certainement. Mais très cher frère. Que Maître Emmanuel n'a pas voulu lorsque j'ai parlé de... C'est son point de vue. Ouais. C'est son point de vue. Alors, ici, vous devez comprendre que le président de la République, étant un nationaliste, il s'est dit, ça ne sert à rien que je puisse conserver le minerai
et laisser les sangs congolais en train de jaillir du jour au lendemain. Voilà pourquoi nous devons aller à cet accord. D'ailleurs, pour moi, cet accord de paix, aujourd'hui, comment le Rwanda peut-il justifier son refus? Parce qu'il y a des années où le Rwanda n'acceptait jamais être aux côtés du M23. Des années, le Rwanda n'avait jamais accepté que ces militaires sont sur les sols congolais. Vous comprenez comment les politiques nous endorment. Mais aujourd'hui, le Rwanda accepte pour qu'on aille signer ces principes. Vous aviez posé la question à Maître Emmanuel Ndala. Vous lui avez demandé de savoir le FC de Nanga et le M23 ne veulent pas quitter. Mais certainement. Parce que sont des coquilles, comme le président les a appelées, des coquilles vides. Parce que sans le Rwanda, ils feront quoi ici? Parce qu'ils étaient soutenus par le Rwanda. Tout ce qu'ils ont fait, c'est le Rwanda qui était derrière. Est-ce que demain ou après-demain, ils quitteront le pays ou ils ne pourront pas quitter? Mais ils vont quitter comme ce fut le cas en 2013. Vous pensez que si le Rwanda s'est retiré de CM23 et l'FC de Nanga, pensez-vous qu'ils auront des jours qui peuvent résister contre le fait de nos phares d'essai? Je ne pense pas. Et aujourd'hui, nous, Congolais, nous ne pouvons qu'accepter, parce que nous sommes dans une position de faiblesse. On n'a pas su maintenir notre intégrité du territoire national. Et cela étant l'objectif principal du prestation de serment du président de la République, voilà pourquoi il a fléchi devant cet accord. Il serait mieux de signer cet accord plutôt que d'accepter que le bain de sang coule. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'accord profite au Rwanda parce que le Rwanda est très fort que nous. J'utilise bien le terme. Pourquoi? Parce que le Rwanda est sur nos sols. Quel sera aussi l'avenir maintenant de nos futures générations, vos petits-fils? Si jamais aujourd'hui, comme vous avez dit, qu'on brade nos minéraux au nom de la paix. Les accords se font et se défont. Les accords se font et se défont. C'est un accord. Oh, ça ne se dit pas que c'est un accord éternel. C'est un accord. Et dans cet accord, c'est un accord de tripartite. Vous avez ajouté Qatar. Mais si parmi les intervenants à cet accord, l'une des parties n'arrive pas à respecter ces accords, on défend l'accord. Parce qu'en ce que je sache, nous allons respecter. De notre côté, nous allons respecter. Est-ce que le Rwanda pourra respecter? Parce que nous avons tenté. Le président a signé avec le Rwanda. C'est en 2021, si vous avez... En 2021-2020. 2020-2021. Oui. On a signé les accords avec lui. Mais le Rwanda n'a pas accepté. Comme le Rwanda veut se prétendre très malin que nous. Il serait mieux de signer cet accord, se préparer militairement, parce que demain après-demain, ce grand léopard sera debout et le Rwanda ne sera plié. Parce qu'une fois nos frontières, parce que d'ailleurs les conditions que les États-Unis ont imposées, c'est le respect des frontières. Ça c'est un. Deux, que tous les Rwandais qui sont sur les sols congolais retournent. Troisièmement, il faut que tous les M23 retournent à leur case de départ. Avant, donc là où ils étaient avant qu'ils atteignent Bragana. Vous comprenez pas? Pour qu'on arrive, il fallait que tout le M23, tout le territoire occupé, qu'il laisse le territoire vide vers l'Ouganda, je ne sais pas dans quel village où ils étaient cantonnés, qu'ils aillent là-bas. Et moi, j'ai peur de mixage et brassage. Parce que dans ce même accord, on a dit on doit récupérer tous les militaires congolais qui sont là. Ils doivent rentrer à leur pays respectif. Mais normalement. Maintenant, quand nous parlons de militaires congolais qui sont là, ça laisse à désirer. À désirer, parce que nous savons nous-mêmes qu'il est facile quand vous pouvez trouver un Rwandais avec notre carte. Ça laisse à désirer. Moi, je pense que c'est sur ce point où nous devons ouvrir l'œil et le bon. Les restes, oui, mais mixage et brassage, nous dirons non. Nous dirons non. Alors, à ce point, bravo au président de la République, parce que c'est le souci, en tant que nationaliste, il ne veut pas voir ses fils mourir, ses pères mourir, parce que cause le minerai. Venez alors, qu'est-ce que vous voulez prendre? Prenez-les,
Laissez-nous la paix. Merci. Merci, Maître Seydou Kitongue. Maître Emmanuel Dalla, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à nos deux thématiques? Nous avons brossé sur la justice sur l'ère Félix Tshisekedi, ainsi que les phénomènes accords, les partenariats entre la République démocratique du Congo ainsi que les pays de l'oncle Sam. Je dirais à tous ceux qui sont en train de nous regarder de faire confiance en la justice congolaise. Il y a des signaux positifs, mais beaucoup reste à faire. Le problème, c'est que les Congolais sont très mal habitués, plongés pendant longtemps dans les antivaleurs. Et d'emblée, apporter un changement, ça ne sera pas facile. C'est tout un processus. C'est tout un processus. M. Saïdou a soulevé des cas très, très particuliers, très importants. Aujourd'hui, les amendes transactionnelles se perçoivent comme des dettes qu'on se paye entre amis. Donc, ce sont les OPJ qui sont devenus les trésors publics, leurs poches. Alors, si aujourd'hui on doit dire à cet OPJ que non, il faut qu'il y ait un bureau de la DGRAD dans ton cabinet. Toi, tu proposes les amendes et que c'est là qu'il faut payer. Ça sera pas facile. Donc, beaucoup reste à faire. Mais nous encourageons ceux qui sont en train de conjuguer des efforts pour dire les droits en toute honnêteté. Ils sont là. Et même parmi nos amis avocats, ceux qui sont en train de prester comme il se doit, avec toute conscience, toute honnêteté, en tout cas, nous les encourageons. Et aussi par rapport aux accords qui sont en gestation, parce que c'est pas encore effectif, les accords qui sont en gestation entre la RDC, les Rwanda ainsi que les États-Unis, nous, en tant que société civile, nous sommes partants. Mais nous posons une seule condition, que la paix soit la priorité dans ces accords. Maître Seydou Kitongue. En tout cas, notre justice ici, nous ne cessons de les décrier, mais attention, il y a des avancées aujourd'hui. Il y a 2 magistrats qui vous rendent un très bon service, mais malheureusement, le traitement et les conditions de travail ne sont pas réunies. Quand vous exigez aux gens de vous rendre un bon service, il faut respecter les conditions de travail. Passez dans nos parquets, vous allez voir 10 à 15 magistrats confinés dans une petite salle. Je pense que c'est vraiment, vraiment difficile de rendre un très bon travail. Ça, c'est un. Et de deux, nous devons savoir que l'audition est secrète. Mais quand... C'est non public. Non public. L'audition est secrète. Comme c'est qu'a fait à l'époque au niveau de l'auditorat militaire de Kinshasa, on a fait appel à Emmanuel Chadari, toute une litanie des membres du PPRD. Non. C'est une erreur. L'audition est secrète. Voilà pourquoi nous demandons à la République de mettre nos magistrats dans de bonnes conditions de travail parce que les meilleurs sont là. On ne peut pas les accuser aujourd'hui qu'ils sont. Nous avons de meilleurs magistrats qui ne fléchissent jamais dans des corruptions. Et aujourd'hui, nous pouvons parler de cet accord. L'objectif, c'est la paix. Nous sommes très contents que cet accord soit signé et que toutes les parties concernées à ces accords respectent les dispositions de l'accord pour que la paix soit une paix définitive. Nous avons assez, nous ne pouvons plus aujourd'hui tolérer qu'il y ait encore des morts à l'est de la République parce que nos frères, nos sœurs, mères, ils sont violés, tués, égorgés. En tout cas, ça ne va pas. Merci. C'est le même souci qui a animé le président de la République pour aller dans ces accords. Merci, Maître Seydou Kitongue. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Les débats, mesdames et messieurs, vous étiez émerveillés de nous suivre à travers vos maisons respectives. J'avais le réel plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Maître Emmanuel Dalla. Il est analyste politique, cadre de la société civile. Merci d'être venu dans cette émission Les débats. Maître Merci, Emmanuel. M. Trésor, pour l'invitation. Merci, Maître Seydou Kitongue. Merci à vous, monsieur le journaliste. Alors, nous disons également merci à Trésor Kabouit qui était derrière les caméras. Trésor Massanka, c'était moi. Surtout que nous sommes en train de faire appel à tous les annonceurs de venir sur ces plateaux pour échanger avec vous par rapport à l'anniversaire de notre pays, le 30 juin, qui sera déjà fêté d'ici la semaine prochaine.
venez, les portes sont grandement ouvertes sur Shalom Télévision et vous serez servi selon votre gré. Trésor Massanka, c'était moi à la présentation. Prenons rendez-vous pour la semaine prochaine. À très vite.